Donc Emmanuel Cazes, vous êtes vigneron depuis 1997 en bio. Voilà, c'est ça. Enfin, date à laquelle vous avez converti le domaine Cazes à Rivesaltes. Vous avez rejoint, le domaine a rejoint le groupe Advini, dont vous êtes maintenant responsable du développement commercial. Voilà. Groupe Advini, un des leaders français de vin de terroir. Donc, où en est la bio chez Advini? Quels sont les projets de développement? Et vous avez une deuxième casquette. Vous allez nous parler de vins dont on n'a pas encore parlé, mais peut-être en fin d'intervention, c'est-à-dire les vins nature. Donc, c'est des 100-100-100. Justement, vous êtes à ce niveau-là rapporteur du projet de mention vin nature au comité scientifique de la commission AOP de l'INAO. Donc le projet est un peu difficile à sortir, à accoucher. Vous croyez à la nécessité de cette mention quand même, qui correspond à de fortes attentes sociétales. C'est compliqué, c'est ce que vous m'avez dit, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre. Merci de nous expliquer donc où en sont ces travaux pour réussir à sortir un cahier des charges. Merci. Oui, voilà. En fait, on va, comme l'a fait Stéphane, on va commencer par un témoignage. En fait, notre vécu de vigneron, notre vécu de négociant aussi. Donc, je présenterai notre maison. Voilà, on pratique la bio depuis maintenant pas mal de temps. Et on fait face justement à tout un tas d'évolutions. Alors, on voit apparaître tout un tas de logos, de nouvelles tendances. Et donc, on essaye d'y répondre, où vous verrez un petit peu l'analyse ou la réalité des choses qu'il en est là-dessus. On va commencer par la première diapositive. La maison Cazes. Donc c'est une histoire de famille. Je suis la 4e génération de vignerons. C'est un domaine qui a beaucoup grandi dans les années 80 et qui est arrivé à peu près à 190 hectares, 185 hectares, et qui a rejoint le groupe Advini, donc Jean-Jean, en 2004. Donc grâce à ce groupe, nous avons pu investir. Nous sommes installés sur un 2e vignoble, sur le cru Collioure et Banyuls, donc sur un vignoble de forte pente, au bord de la mer. Et nous exploitons aussi 95 hectares de plus sur ce territoire. Nous avons aussi des vignobles associés, nous travaillons avec d'autres vignerons et nous sourçons énormément de vins, essentiellement bio sur les AOP et aussi sur des vins de pays des côtes catalanes. Nous faisons aussi de l'achat de bouteilles, mais toujours avec cette spécificité bio. Voilà. Donc le domaine Cazes plus particulièrement, c'est un vignoble qui a été converti en 97. Ce sont 180 hectares voilà, qui sont passés. Alors de manière un processus assez lent, puisqu'on a plus de... La conversion, en fait, s'est faite à raison de 30 hectares par an, donc ça a duré 5 ans pour mettre chacune des surfaces en bio. Et ensuite, il a fallu quand même attendre 3 ans que la conversion soit totalement aboutie. Donc c'est pour ça que la vinification bio s'est faite à partir de 2005. Alors évidemment, faire de la bio sur 180 hectares, c'est assez compliqué, mais nous avons aussi des facteurs assez favorables. Le Roussillon, c'est une zone qui est très sèche. Nous avons 300 jours de soleil, 200 jours de vent, 400 mm d'eau. Donc c'est toujours voilà, des chiffres que je répète assez facilement. Mais on a évidemment un contexte qui permet d'être assez efficace. L'ensemble du vignoble est regroupé aussi. Donc on a une inertie qui est assez forte. Et c'est vrai qu'on doit faire face à certaines limites. Alors, ce n'est pas au niveau des maladies phytosanitaires, mais plutôt au niveau des ravageurs. On est une zone de forte pression de démis. Donc, on arrive à gérer avec la confusion sexuelle ou d'autres bactéries, mais qui est quand même un frein aujourd'hui à la réalisation d'une bio totalement parfaite. Voilà, on a quand même réussi à maintenir les rendements qui sont faibles, mais qui sont des rendements normaux, ceux que l'on va avoir essentiellement dans le Roussillon. Et on parle du Claude Poli parce qu'en fait, on est en train d'initier là aussi une conversion sur ce vignoble. Un tiers aujourd'hui de ce vignoble est travaillé mécaniquement. On va utiliser des produits de contact. Et ensuite, évidemment, c'est le challenge sur les pentes, sur les terrasses. Comment est-ce qu'on va pouvoir travailler tout ça? Donc c'est là où on va faire appel au pastoralisme, travail de l'herbe et peut-être des nouvelles techniques. Là aussi, on anticipe peut-être la fin du glyphosate, peut-être que je suis rêveur, mais on espère que ça va avancer. Donc si je parle de Cazes, je vais aussi parler d'Advini, évidemment. Donc c'est un des plus grands groupes français de vin, après les trois premiers. Aujourd'hui, Advini, c'est plus de 13 maisons, dont 3 vignobles qui sont sur l'Afrique du Sud. Sur la France, c'est des vignobles en Bourgogne, Vallée du Rhône, Provence, le Bordeaux, le Sud-Ouest, et puis évidemment sur le Languedoc-Roussillon, 43%
des produits qui sont vendus aujourd'hui sont issus du Languedoc-Roussillon, essentiellement sur des AOP. Et puis c'est un sourcing très important en bio, c'est plus de 40 000 hectares. Là aussi, c'est hors case. Et en termes de propriété, sur les 2300 hectares que possède Advini sur l'ensemble de ces territoires, 400 sont aujourd'hui en bio, ici sur le Languedoc-Roussillon. Alors, le domaine case. Voilà, on va parler de logo. Aujourd'hui, donc, on cumule les cahiers des charges, on cumule les certifications. Donc nous sommes en bio depuis 1997, j'expliquais ce processus assez long. Nous sommes allés dans la bio parce que nous étions intéressés par la biodynamie, elle apportait des solutions face à des problèmes de rétrogradation de sol, face à des impasses technologiques. On a essayé de refaire vivre le sol. Alors nous avons été accompagnés par un conseiller et nous avons obtenu le label Biodivin. Alors il existe des métères, mais il existe aussi le label Biodivin, qui est un label dédié à la viticulture. Mais ensuite, nous avons décidé d'aller un petit peu plus loin. Nous avons obtenu le label Bio Suisse, Bourgeon Suisse, alors qui est un label un peu plus compliqué, un peu plus restrictif que celui qui est européen, mais qui est quand même assez intéressant. Par exemple, un des principaux exemples, c'est le cuivre. Aujourd'hui, là où l'Europe, on passe de 6 à 4 kilos, la Suisse, c'est 1,5 kg de cuivre, auquel il faut faire face depuis des années. Et on est arrivé à tenir l'année dernière, donc aller au bout de la récolte avec des pertes finalement assez faibles et 2,3 kg de cuivre sur l'ensemble de l'exploitation. Donc, à partir du moment où on a une inertie, une technique qui est adaptée, on peut faire face à certains challenges. On a aussi obtenu d'autres labels, bio pour les USA, donc NOP et l'équivalence NOP, Bio Canada, Bio Brésil, mais en général ces trois labels sont plutôt des labels liés à un système documentaire. Donc on est beaucoup moins dans la contrainte technique, mais beaucoup plus dans l'enregistrement, le suivi et tout ce genre de choses. La dernière nouvelle aussi, c'est qu'on a décidé de franchir le cap et d'aller dans la certification vers la Chine aussi. Donc ça va être un nouveau challenge parce qu'on sait que c'est assez compliqué. Donc voilà, là c'est la fin de la partie témoignage, mais on se rend compte que aujourd'hui, dans le monde du vin, voilà, on évolue dans les signes de qualité. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est soumis à déclaration, à contrôle, à suivi, que ce soit pour les ODG, que ce soit pour les douanes, que ce soit avec tous les organismes qui nous entourent. Et de toute façon, le rôle de la certification, le rôle d'un label, c'est une attente du consommateur. Aujourd'hui, c'est vrai que quelqu'un, quand il va acheter, essaye de trouver un signe de reconnaissance. Alors ça peut être une appellation, mais ça peut être une feuille verte, ça peut être tout un tas de choses assez particulières. Donc aujourd'hui, c'est déjà notre quotidien. On est obligé d'aller avec ça, on est obligé d'aller de plus en plus vers ce genre de choses. À partir du moment où on va vendre nos vins à des professionnels, à partir du moment où on va exporter nos vins, ben là aussi, il faut des garanties, il faut des certificats, il faut des analyses. Donc finalement, on évolue déjà tous dans ce monde-là. Et donc on est déjà tous confrontés aux organismes certificateurs, aux organismes d'inspection. Donc c'est vrai que c'est notre quotidien, l'enregistrement, les cahiers de cave, les cahiers de culture, les DRM et tout ce genre de choses. Donc on est nous autres déjà habitués à ce système-là. Et on va voir qu'il est en train d'apparaître en fait de nouveaux logos qui sont des déviations de ce que l'on fait déjà sur certains points. Les vins sans soufre, alors ça a déjà été abordé. Voilà, ça c'est une sélection de logos. Dès qu'on tape vins sans soufre sur Google, on va trouver tout un tas de pastilles et de rondelles d'utilisation qui sont apposées sur les bouteilles. Mais voilà, quand on va parler de vins sans soufre, c'est amusant parce que c'est une prise de conscience qui est arrivée quand on a commencé à mentionner les allergènes sur les bouteilles. C'est vrai qu'à partir du moment où ce n'était pas mentionné, le soufre ne dérangeait personne. Alors je fais toujours le parallèle avec le gluten. On a mangé du pain pendant 4000 ans, mais depuis 10 ans, tout le monde est allergique. Donc c'est un petit peu la même démarche aujourd'hui. Donc on essaye de faire attention au soufre dans le vin. Alors, ce qui est assez positif, c'est que la filière répond à tout ça. On fait attention à l'hygiène, on fait attention au gaz dissous quand on va vinifier, quand on va conditionner. Mais aussi, on a tout un tas de produits comme la bioprotection, même si je ne suis pas fanat du nom. Mais en tout cas, ce sont des outils aujourd'hui qui sont mis à disposition de la filière pour pouvoir vinifier, conditionner et faire des produits avec des quantités de soufre très basses, voire absolument sans soufre. Alors c'est amusant parce que justement, il
il y a un engouement justement pour ce genre de produit. Donc, il y a une écoute, voilà, il y a une sensibilité du consommateur. Alors c'est vrai, quand je vois des pastilles, par exemple la jaune, 75% de soufre en moins, mais c'est vrai que si on prend les limites de l'OIV qui sont très 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 hautes, il reste quand même pas mal de soufre dedans. Donc voilà, ça c'est amusant. Est-ce qu'un jour on aura une réglementation? Est-ce qu'un jour on aura un affichage du soufre, de la teneur de soufre sur les vins? Ça reste à deviner. Derrière, les vins nature. Alors oui, ça c'est un dossier assez particulier. On le voit, c'est un engouement. Alors, est-ce que c'est les vins nature qui ont créé le segment de marché, les vins sans soufre, ou est-ce que c'est l'inverse? Mais aujourd'hui, les vins nature sont une réalité. C'est un marché qui est essentiellement pour un public urbain, des jeunes consommateurs. On le voit, c'est un marché qui est quand même assez dynamique. Le dernier Vinexpo, on parlait que de ça. Les monopoles de Scandinaves veulent à tout prix avoir des vins nature. Or, il n'y a aucune réglementation qui existe là-dessus. Aujourd'hui, le mot nature n'est pas encadré, peut-être si ce n'est dans l'agroalimentaire. Quand vous achetez un yaourt nature, il n'est pas aromatisé. Donc, mis à part le rosé pamplemousse, vous pouvez tous utiliser le mot nature sur vos vins. Enfin, je ne veux pas aller jusque-là, mais voilà, on a quand même une grande liberté qui est faite là-dessus. Et ce sont beaucoup de gens qui vont parler du caractère vertueux de ces pratiques. Mais au final, ces gens-là ne sont même pas contrôlés bio. Donc c'est vrai que quand on parle de producteurs de vin nature, moi je dis il y a 3 types de producteurs. On va avoir le pur et le dur, celui qui a commencé, qui est en bio, qui va encore aller plus loin et aboutir sur un produit des plus, pour lui, des plus intéressants, avec le moins d'interventionnisme possible. Vous allez avoir le producteur qui sera systématiquement en marge, qui est contre tout, contre le système d'appellation, contre toute forme de réglementation. Il y en a toujours. Et puis il y a de plus en plus de gens qui sont opportunistes, qui aujourd'hui qui vont surfer là-dessus et qui quelque part, ou parfois on va dire, vont galvauder l'idée première qui était celle du mot nature. Donc on essaye aujourd'hui au niveau national, il y a une demande du Comité national bio de créer une définition. Donc cette définition écrite, elle existe, mais aujourd'hui on a du mal à la faire passer au-delà. C'est-à-dire qu'il y a une demande aujourd'hui des pays de l'Europe du Sud, donc de l'Espagne, de l'Italie, de la France, pour que cette segmentation de vin existe. Donc on a un cahier des charges qui est prêt, qui est dans les cartons. Mais évidemment, il faut encore pouvoir convaincre toute la filière. Et voilà, je me permets de parler de l'opposition de la filière parce que c'est vrai que quelque part, on a un système qui est en place qui s'appelle les AOP ou les IGP. Et la mise en place d'une certification vin nature qui serait ni plus ni moins que un vin bio avec une mention complémentaire où le vigneron s'engagerait à respecter le fait qu'il n'a pas utilisé, à prouver qu'il n'a pas utilisé d'intrants. Mais sans donner de nom, mais prenons un exemple, si on va sur Sancerre, un vigneron qui va avoir un terroir d'AOP, qui va utiliser un cépage d'AOP, qui montre à travers cette certification et son contrôle bio qu'il n'aura pas utilisé d'intrants, et que évidemment ce vin ne passe pas la dégustation, c'est là où ça pose un problème. Parce que, qui est-ce qui a tort, qui est-ce qui a raison? Est-ce que c'est l'appellation, est-ce que c'est le vigneron qui va faire les choses différemment? Donc c'est là aujourd'hui où est un petit peu le danger du vin nature. Alors peut-être qu'il y aura une réponse qui va se faire à travers des données, des teneurs analytiques beaucoup plus strictes, mais là aussi ça peut mettre en danger le monde des éducations géographiques, parce que là aussi on a des standards et on se rend compte que beaucoup de vins ne sont pas dans les futures normes, si toutefois elles existent. Donc voilà, c'est un débat intéressant, mais qui a quand même la particularité de faire bouger les choses, en tout cas de sensibiliser beaucoup de gens, à la fois des consommateurs, et voilà. Bon, j'ai quasiment fini. Les vins sans résidus. Oui, alors ça aussi, ce sont des nouveaux labels qui sont en train d'arriver. Il existe 400 molécules que l'on peut analyser. Il y en a 100 qui sont dédiées au vin. Maintenant, on est capable de vous donner des certificats de vins sans résidus avec seulement 20 molécules analysées. Donc là aussi, on donne un discours. Est-ce que dans les faits, on est exactement sur la même chose? Je ne suis pas sûr. Voilà, je vais parler rapidement sur les vins véganes. Là aussi, juste une dernière chose. Alors tout ça, pareil, c'est très, très beau. Il y a beaucoup de logos, mais il n'y en a aucun qui est officiel. Les fraudes n'en contrôlent absolument aucun, n'en reconnaissent aucun. Donc ce sont souvent des engagements que vous passez. Alors c'est vrai que
les consommateurs sont sensibles à ce genre de choses, mais ce ne sont pas des consommateurs véganes, ce sont juste des gens qui ne comprennent pas ce que font les produits d'origine animale dans le vin. Donc là aussi, tout ça, c'est en train de montrer finalement, il y a un problème de communication, il y a un problème d'information du consommateur, et on se rend compte, notamment avec le cas des vins véganes, que c'est le marché qui est en train de créer sa propre norme. Alors est-ce que c'est à nous autres, vignerons, enfin, structures du vin, de subir ce projet de réglementation? Alors c'est là où il faudrait être un peu plus actif. On va dire sur la conclusion aussi de la même manière. Voilà, l'avenir du bio, donc l'engouement, on ne peut que le constater. On n'est qu'à 10% et je pense qu'on a encore le temps d'arriver à 20, 30, 40 ou 50%. On aura d'autres problèmes d'ici là. Est-ce que c'est toujours une philosophie? Je rappelle, Jean-Fred le disait en introduction, la bio, c'est préserver un terroir, préserver une qualité de l'environnement. C'est pas juste arriver sur un marché où on a des marges qui sont un petit peu différentes, mais à travers les différents exemples que je vous ai montrés, c'est qu'aujourd'hui, la bio, c'est une obligation de moyens uniquement, alors que finalement, les consommateurs sont en train de nous imposer une obligation de résultat. Donc, est-ce qu'il n'y a pas entre deux à travailler, c'est-à-dire avoir un règlement, mais aussi pouvoir communiquer et prouver ce genre de choses? Et voilà, peut-être éviter aussi les multiplications des labels de la même manière qu'on a notre médaille de la foire de Brignoles ou du concours général agricole. Peut-être que si on pouvait enfin arriver à quelque chose de clair et de simple pour tous, ce serait l'idéal. Voilà, merci beaucoup. Merci.